Je crois qu'on ne devrait même plus parler de méditation. Parce que c'est un mot qui ne veut rien dire finalement. Enfin si, parce qu'il y a des méditations du promeneur solitaire, enfin, il y a des méditations de grands écrivains, de poètes, dans toutes les traditions spirituelles. Mais maintenant, ça a tellement été mis à toutes les sauces, on devrait simplement parler d'entraînement de l'esprit. C'est tout simple, ça dit clairement ce que ça veut dire. Et quand vous dites entraînement, ben, vous savez, on s'entraîne à quoi? Si vous dites à quelqu'un, je m'entraîne. Oui, et alors? Quoi, c'est le rugby? Badminton? Les échecs? C'est pas pareil. Donc, les racines orientales, les mots, bhavana, ça veut dire cultiver. Donc, on cultive des qualités dont on a le potentiel, mais qui sont comme ça dormantes et on les amène à leur point optimal. Le mot tibétain gom veut dire se familiariser avec quelque chose. Alors, ça peut être se familiariser avec la façon dont fonctionne notre esprit, fonctionnent les pensées. Ça peut se familiariser, c'est encore plus profond, avec cette présence éveillée qu'on appelle en neurosciences maintenant la présence ouverte, qui est derrière le rideau des pensées. Quand il y a le blablabla des pensées derrière, il y a cette faculté de connaître. Donc on peut se familiariser avec ça, ou on peut se familiariser avec l'attention, ce qu'ils appellent la pleine conscience maintenant. On peut se familiariser avec la compassion, avec l'amour altruiste, avec la résilience, avec tout ce que vous voulez. Comme on peut se muscler les bras, les jambes, on peut apprendre à jouer, à jongler ou à faire de l'équilibre. Donc tout ça, on se familiarise avec une capacité dont on a le potentiel mais qui n'est pas développée. Comme on apprend à lire et à écrire. On apprend une formation professionnelle. On va en 15 ans à l'école. Alors pourquoi est-ce que les qualités humaines elles seraient au top dès le départ? Ça ne tient pas debout. Dans le bouddhisme, en gros, la méditation, bien sûr, existe. Mais c'est vraiment un des très nombreux éléments d'un chemin de transformation qui va de l'ignorance ou de la confusion mentale à la connaissance. Donc on est complètement égaré parce qu'on a une perception déformée de la réalité. On prend pour permanent ce qui est impermanent, pour autonome ce qui est interdépendant. On pense qu'il y a un moi qui est logé. Donc tout ça, c'est des distorsions de la réalité. Donc on est dans une sorte de méconnaissance de la nature des choses à la connaissance. Et surtout, on est en proie à toutes les causes de la souffrance qui se renouvellent constamment, une sorte d'addiction aux causes de la souffrance, et on veut se libérer de la souffrance. Donc ça, c'est la voie du bouddhisme. Aller de la souffrance à la libération de la souffrance, de l'ignorance à l'éveil. Pour cela, on doit s'adresser à tout ce qui fait obstacle à se libérer de la souffrance et à atteindre la connaissance. Donc parmi cela, il y a ce qu'on pourrait appeler des toxines mentales. La haine, l'envie, l'obsession, l'arrogance. Tout ça, c'est des voiles qui sont des causes de souffrance et nous empêchent d'atteindre la connaissance. Donc il y a des moyens, des techniques, des outils pour des antidotes pour se débarrasser de cela. Et aussi pour mieux connaître la nature fondamentale de la conscience, non pas en regardant de l'extérieur, mais de manière directe, qu'on appelle l'expérience à la première personne. Quand je regarde au fond du fond de ma conscience, qu'est-ce que je trouve? Ça, c'est aussi une forme de familiarisation et d'entraînement. Mais il ne faut pas non plus dire, c'est l'essence du bouddhisme, ou c'est le bouddhisme light ou bien réduit, c'est un outil. On a pris dans la caisse à outils du bouddhisme un marteau, un tournevis, c'est très utile, mais évidemment, il y a des différences considérables. Par exemple, il n'y a pas la motivation. La motivation dans le bouddhisme, c'est de devenir un meilleur être humain pour éventuellement, si on atteint l'éveil, libérer les êtres de la souffrance. Alors ça, vous faites de la mindfulness, c'est pas le but, quoi.
Le but, c'est d'aller mieux soi-même, d'être peut-être une meilleure personne aussi, mais enfin, c'est quand même un but assez circonscrit au bien-être. C'est vrai qu'on a moins en Occident les outils, on est moins habitué à travailler, à connaître et à travailler sur son propre esprit. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend. Ce qui a été fait en Occident, notamment par des personnes comme Jon Kabat-Zinn, dans un milieu hospitalier il y a 30 ans à Boston, où il voyait les gens qui souffraient énormément du stress, aussi bien les patients qui faisaient des chimiothérapies que les soignants qui avaient des burn-out et tout ça, le stress était vraiment quelque chose de complexe. Il s'est rendu compte des techniques qu'il avait apprises en Birmanie et ailleurs, venant du bouddhisme, mais qu'il pouvait les appliquer de manière totalement laïque, parce que lui-même n'est pas bouddhiste, comme un outil pour aider ces personnes. Donc il a fait cette idée de réduction du stress par la pleine conscience, parce que méditation à l'époque, c'est ouh, donc ça n'aurait pas marché dans les hôpitaux et dans les écoles. Donc ça a eu un effet très bénéfique, et maintenant dans le monde entier, surtout dans les milieux médicaux, ça aide énormément de gens. Mais ça, c'est un outil qu'on a pris dans la boîte et dont on se sert et qui est tout à fait valable. Par exemple, Richard Davidson, dans son Center for Healthy Minds, a fait un kindness curriculum, donc un curriculum de la bienveillance pour des enfants de l'école maternelle, qui fait 40 minutes par jour, 4 jours par semaine pendant 10 semaines, et qui a des résultats extrêmement positifs, non seulement pour le comportement prosocial, mais pour les facultés cognitives, l'équilibre émotionnel, etc. Donc ça, si vous voulez, il y a un aspect de traduction de ça pour la société. Mais pourquoi pas le mettre dans l'éducation? Je veux dire, en Angleterre, il y a 10% des écoles qui enseignent l'attention au début des classes et ça marche très bien. Ça a une meilleure atmosphère, meilleur rapport entre les enfants, meilleur rapport avec les profs, meilleure performance scolaire. Ce n'est pas uniquement pour augmenter la performance, mais c'est pour faciliter la façon dont on vit l'éducation. Et je ne vois pas du tout le problème. Et c'est pour ça que le nom méditation est peut-être un peu gênant. Parce que si vous allez dans une école et vous dites on va vous apprendre la méditation, alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient de où? Et donc il y a une résistance. Donc si vous allez dans une école et vous dites voilà, nous avons une intervention basée sur des études scientifiques qui permet d'augmenter l'attention, l'équilibre émotionnel et les comportements prosociaux. On dit ah bon? Ça a l'air bien, qu'est-ce qu'on fait? Donc, voilà, tout est une question de présentation et c'est pour ça que je pense que presque on devrait moins utiliser le mot méditation, parler plus d'entraînement de l'esprit, de cultiver l'équilibre émotionnel, faciliter l'attention, un ensemble d'interventions qui mettent en œuvre une certaine familiarisation avec un entraînement, comme on s'entraîne à plein de choses, destinées à amener leur qualité humaine au point optimal. C'est déjà bien, parce que plus on est stressé, plus d'abord c'est mauvais pour la santé, plus les rapports avec les autres seront tendus et difficiles. Mais il ne faut pas s'arrêter là, disons. C'est vrai, quand on est hyper agité, respirer, ça fait du bien. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on est bien? Oui, on est bien. Ah, mais peut-être que je pourrais, maintenant que j'ai une terre à cultiver des légumes, des fleurs, des fruits. Et ça, ces fruits, c'est la bienveillance, c'est le rapport à l'autre, c'est être concerné par les problèmes globaux de la biosphère, etc. C'est aussi, dans chaque moment, essayer d'être une meilleure personne. C'est pas juste, voilà, on fait le calme et puis on reste là. Il ne s'agit pas de stagner dans le calme mental. L'idéal, c'est se transformer soi-même pour après mieux mettre au service des autres. Et là, c'est gagné.
faut pas être impatient. Parce que si on s'assied et puis qu'on se dit ah, il faut que mes pensées s'arrêtent, c'est mal parti. Mais notre esprit, il est comme un singe qui n'arrête pas de sauter d'une branche à l'autre. Alors, faut effectivement qu'il se calme au début un peu. C'est comme on donne l'exemple d'un singe qui est attaché par 15 petites cordes. Hein. Vous voulez libérer le singe. Mais il s'agit tellement que vous ne pouvez même pas défaire les nœuds. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il se calme. Alors, il ne s'agit pas de lui taper sur la tête, mais il se calme. Et après, on défait les nœuds un par un. Donc, c'est vrai qu'un esprit totalement dispersé, ça mène à rien. On le sait. La plupart des gens sont distraits. Il y a une étude faite par comment il s'appelle, Daniel Gilbert à Harvard. Ils demandent 10 fois par jour à des gens sur leur téléphone « Est-ce que maintenant, votre esprit est attentif à ce que vous faites ?» 50% du temps, les gens pensent à autre chose que ce qu'ils font. Et comment vous vous sentez de 1 à 10 ? Bien, moyen, pas très bien. La distraction correspond à moins de bien-être. Donc la distraction, c'est quelque chose finalement qui ne fait pas du bien. Donc ça, c'est une maladie chronique, mais ce n'est pas seulement les Américains, c'est tout le monde. Donc si vous voulez avoir un esprit plus clair, plus stable et plus calme, c'est une base indispensable. Et c'est à ça que sert la méditation sur la repassation du souffle. Les gens qui vous disent « oui, j'ai essayé, ça ne marche pas parce que j'ai encore plus de pensées », ce n'est pas qu'ils en ont plus, c'est qu'ils s'aperçoivent de l'étendue du désastre, savoir que la radio mentale FM, le blabla des neurones, comme dit Mingyur Rinpoche, ça y va. Donc voilà, on constate que l'esprit est comme une cascade en mouvement. Ok, d'accord, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue. Après la cascade, elle devient un torrent de montagne qui est agité, mais il y a quand même des petits coins où c'est un peu tranquille. Et puis une rivière qui coule tout doucement. Et puis après, un grand océan qui est calme, etc. Donc il y a une progression. Donc c'est normal, si c'était trop facile, ça serait louche. Toutes les recettes, que ce soit pour le bonheur, pour la méditation, qui dit en 5 leçons et 3 semaines, oubliez. C'est normal parce qu'un vrai changement, ça prend du temps. Les tendances sont perturbatrices. L'obsession, tout ce qui nous embarrasse finalement. Ça a pris du temps à se former. C'est comme si vous avez un rouleau de papier qui a été longtemps roulé. Si vous l'étalez, vous le lâchez, il s'enroule. Si vous maintenez suffisamment de fois à plat, il va finir par rester à plat. Donc tout ça, ça prend du temps. La pratique, l'exercice. Et quelque chose qui va trop vite, c'est suspect. Donc c'est normal. Vous n'attendez pas à aller dans une salle de gym et tout de suite de soulever 100 kilos ou de courir un marathon. On sait très bien qu'il faut de l'entraînement. Et pourquoi ça serait différent? Ceci dit, au fil du temps, on voit le changement, les neurosciences voient le changement. Si vous voulez, vous ne partez pas du même endroit. Hein. Si je veux aller en haut de l'Everest, je peux partir d'ici, je peux partir du Népal. Mais bon, finalement, donc là, vous pouvez partir, vous avez un niveau de, je sais pas, de bienveillance qui est assez bas, ou qui est déjà, vous êtes naturellement très très attentif à l'autre. Vous partez d'ici. Mais si vous partez de là, vous avez beaucoup, mais vous pouvez le faire. D'ailleurs, souvent, ça marche plus vite parce que les effets sont plus rapides. Si vous êtes déjà là, vous progressez moins vite parce que vous avez déjà un certain potentiel qui est déjà actualisé. Donc, en gros, il y a toujours du chemin à faire. La neuroplasticité et l'expérience contemplative montrent que rien n'est écrit dans la pierre et que quel que soit notre point de départ et le mélange de qualités, de défauts, d'ombre et de lumière qui est le nôtre, il y a un potentiel formidable de transformation qu'on sous-estime. Ce qui s'est passé en gros, c'est qu'il y a cet institut qui s'appelle l'Institut Mind and Life, qui depuis plus de 30 ans maintenant a rassemblé des scientifiques avec le Dalai Lama parce qu'il est très curieux et intéressé par la science. Il a dit si je n'avais pas été Dalai Lama, j'aurais été ingénieur ou quelque chose. Donc ça a commencé dans les années 80 et
bon, en toute petite échelle. Et moi, j'ai rejoint Mind and Life en l'an 2000. Il y a eu à Dharamsala une rencontre qui a été un peu un tournant, qui s'appelait sur les émotions destructrices. Là, il y avait Francisco Varela, Richard Davidson, Paul Ekman, un peu beaucoup de personnes éminentes dans le domaine des émotions. Et donc, on a discuté pendant 5 jours, toute la journée, en Inde, à Dharamsala, avec le Dalai Lama. Et au milieu de la semaine, le Dalai Lama a dit « C'est très bien, toutes nos discussions, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'utile pour la société ?» Donc, on a fait un brainstorming à l'heure du déjeuner. Et comme il y avait des très grands scientifiques et beaucoup de pratiquants qui ont fait des années de méditation, on a dit « Bon, on pourrait faire un programme de recherche un peu sérieux, parce que jusqu'alors, c'était un peu limite comme qualité scientifique, et puis il y avait des gens qui voulaient prouver que la méditation, tel ou type de méditation marchait, etc. Donc c'est comme ça que la science fonctionne. Il faut investiguer, puis si ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Donc moi, bêtement, je me suis porté volontaire parce que j'avais un passé scientifique. Je ne me rendais pas compte que j'allais passer, 120 heures dans des IRM, y aller 3 semaines par an pendant un certain nombre d'années. Donc je suis allé effectivement à Madison chez Richard Davidson, où il y avait aussi Antoine Lutz, qui a passé 10 ans là-bas. Et le Dalai Lama est venu quelques mois après, et j'étais là-bas, et on avait fait pas mal d'expériences préliminaires. J'avais été chez Paul Ekman, on avait étudié le réflexe du sursaut, les émotions, les micro-émotions, enfin on a fait plein de choses. Donc, l'idée, c'était de commencer par des gens qui ont fait beaucoup d'années de méditation. Donc j'ai recruté moi-même des amis au Népal et ailleurs, en montrant les premiers résultats. Des gens qui avaient fait entre 20 000 et 50 000 heures, en gros. On n'a pas compté, mais en gros, 3 ans de retraite, 5 ans de retraite, voilà, en gros, on peut compter 2 heures par jour, un truc comme ça. Et on s'est dit, s'il y a une différence qu'on peut voir, on le verra chez ces gens-là. Si la méditation, c'est formidable pour devenir un meilleur être humain, mais ça ne se voit pas dans le cerveau, on arrête là. Et après, si ça marche, on verra comment est-ce qu'on en arrive là. Est-ce que si on en fait un mois, déjà on voit quelque chose? Donc ça, c'est deuxième étape. Première étape, donc, des méditants à long terme, ou des pratiquants à long terme. Et effectivement, on a tout de suite vu des grosses différences. C'est là, ils ont publié ce papier en 2003, je crois, sur... moi, je faisais partie du groupe de ces cobayes, sur la compassion, l'amour altruiste inconditionnel, où il y avait des augmentations des fréquences gamma dans le cerveau qui étaient d'une intensité qui n'avait jamais été décrite en neurosciences. Donc il y a un papier dans le PNAS qui a été un des plus téléchargés de l'année, qui a fait un certain bruit. Et voilà, donc ça montrait qu'il y avait... Et que c'était... L'intensité de gamma était proportionnelle au nombre d'heures de méditation, entre 10 000 et 50 000. Donc c'est clairement... Ça semblait être le résultat d'un entraînement progressif, linéaire. Bon. Ensuite, il y a eu énormément d'autres expériences. La structure du cerveau, on a montré qu'elle avait changé. Il y avait une augmentation de la densité de matière grise, même du volume de certaines aires cérébrales liées à l'entraînement de l'esprit. Donc voilà, donc ça c'était assez clair. Et bon, c'était un bel acquis. Et que c'était spécifique du type d'entraînement. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes aires qui vont être augmentées en volume si vous faites de la présence attentive, l'attention, ou si vous cultivez l'amour altruiste. C'est ailleurs. C'est normal. Je veux dire, ce n'est pas la même chose. Ça serait surprenant que ça soit tout au même endroit. Donc, ça serait un muscle différent. Voilà, c'est ça. Donc c'est un réseau, un ensemble, parce que ce n'est pas un seul endroit, c'est un ensemble d'aires cérébrales qui est différent de l'ensemble qui est lié à l'attention. Bon, c'est déjà intéressant. Il y a une signature spécifique. Ensuite, ils ont fait ça avec des personnes qui avaient fait 1 mois de méditation, d'entraînement principalement à l'attention, donc mindfulness, mais aussi à la compassion. Et on voit déjà, même 15 jours sur la compassion, qu'il y a déjà un petit changement structurel dans l'amygdala qui a à voir avec la régulation des émotions et dans le comportement prosocial qu'on analyse. Donc, dès qu'on commence, les changements commencent à se produire. Simplement, ils sont petits, ils sont fragiles. Donc si vous continuez,
il s'amplifie et il se stabilise. Donc finalement, vous avez changé certains de vos traits de tempérament. Vous êtes plus altruiste ou plus attentif ou plus résilient ou plus ce que vous voulez. Donc voilà, donc si vous voulez maintenant, il y a toutes sortes d'études, des centaines d'études qui sont publiées chaque année dans le domaine clinique, dans le domaine de la recherche fondamentale. Et donc ce n'est pas un agenda, mais ça montre. Mais alors, ce n'est pas spécifique à la méditation. Encore une fois, si vous apprenez à jongler ou à chanter, ça va changer. La seule spécificité, c'est que ça s'adresse à des qualités humaines. Donc ce n'est pas un truc loin de là. Tout ce que vous faites, tout type d'entraînement nouveau, ou même d'être exposé à une nouvelle situation. Si vous déménagez d'une ville à la campagne, votre cerveau va changer au bout d'un mois. Tout se traduit par de la neuroplasticité. Tout ce que les choses nouvelles qui sont acquises, soit passivement parce que vous êtes dans une foule ou alors vous êtes à la montagne tout seul, soit parce que vous vous entraînez, entraînent des changements. L'idéal, c'est justement qu'il n'y ait pas de pendant avant et après. C'est qu'il y a une continuité. Alors ça ne s'acquiert pas tout de suite. Au début, vous êtes sur votre coussin comme ça, puis quand vous vous levez, tout recommence comme d'habitude. C'est dommage. À ce moment-là, c'est comme d'aller dans un spa, puis après on repart dans le métro, quoi. Donc l'idéal, c'est qu'il y a un acquis. Si vous changez vraiment, cette bienveillance, elle doit s'exprimer à tout moment. Bon, elle peut être fragile, il y a des moments où vous pouvez être énervé, où vous n'êtes pas suffisamment bienveillant avec quelqu'un, après vous regrettez, mais tout ça, ça progresse. Donc tout ça, c'est un chemin de toute une vie. Ce n'est pas juste en 10 minutes, un quart d'heure, 15 jours, 3 semaines. C'est toute une vie d'essayer d'être une bonne personne, mais on n'est pas obsédé par ça, mais c'est finalement une des meilleures choses qu'on puisse faire. C'est certainement mieux que d'essayer de devenir riche, célèbre ou je ne sais pas quoi. Et si 20 minutes par jour d'hygiène mentale transformait vos relations aux autres, votre faculté de concentration, votre sommeil, votre équilibre émotionnel, c'est pas mal. Il y a un proverbe tibétain qui dit c'est très facile de méditer quand on est assis au soleil avec le ventre plein, mais c'est quand on met le pratiquant sur la balance des circonstances difficiles qu'on voit si sa pratique a été utile ou non.